Depuis des centaines de millions d'années, les insectes occupent le monde. Ils ont été parmi les premiers colonisateurs des univers aquatiques et terrestres. Et si bien d'autres formes vivantes plus évoluées apparurent et disparurent depuis ces lointaines époques, ils ont su maintenir une domination discrète mais permanente sur le règne animal. Aujourd'hui, les insectes représentent 80% de la faune connue sur la Terre, avec près d'1 million d'espèces recensées. Sachant que la plupart de ces espèces sont représentées par des centaines de milliards d'individus, il est facile d'imaginer leur omniprésence et l'importance de leur rôle dans la nature. D'ailleurs, il est inutile d'aller bien loin pour s'en rendre compte. Une friche ensoleillée, un peu de sable sur le sol, et le spectacle peut commencer. Par ordre d'entrée en scène, voilà l'amophile, guêpe de son état, immédiatement suivi d'un autre amateur de milieu sec, le bimbex. Ces deux-là ont un point commun. Ils ne savent absolument rien faire calmement. Dans la famille Bimbex, Madame creuse et Monsieur regarde, pendant que l'amophile, elle, se débrouille seule. Chacun a sa technique. L'amophile enlève le sable grain par grain avec ses mâchoires, tandis que le Bimbex est adepte du travail à la main. Pour ces deux-là, l'objectif est le même. Il s'agit de creuser le plus vite possible une galerie de 10 ou 15 cm de profondeur, destinée à accueillir plus tard un prisonnier un peu particulier. Ils ne sont pas les seuls d'ailleurs. Le Pompile est de ceux-là. Mais lui a trouvé une solution beaucoup moins fatigante. Squatter les galeries des autres. Encore, faut-il trouver la bonne. C'est à cause de cela, sans doute, que l'amophile a l'habitude de reboucher son trou lorsqu'il est terminé. Voilà qui est fait. Maintenant, elle peut passer aux choses sérieuses. Autrement dit, se mettre en chasse. Une chasse originale, la chasse à la chenille. Une chenille paralysée instantanément par une piqûre. Le Pompile, de son côté, est le spécialiste des araignées, qui finissent elles aussi paralysées. Mais l'histoire est loin d'être terminée. L'araignée comme la chenille ont droit à un petit voyage en direction du terrier. Et là, les choses se compliquent, surtout pour le Pompile. Son problème est simple. Il doit retrouver son trou, mais il a une mémoire un peu limitée. Alors la première chose à faire est de mettre sa victime en lieu sûr avant de partir à la recherche de son terrier. Retour de l'amnésique. Il a réussi à retrouver son araignée, mais n'a visiblement pas encore retrouvé son trou. Allez, encore un petit effort. Mais où diable est donc ce terrier ?
L'amophile, de son côté, n'a pas de GPS, mais sait parfaitement s'orienter dans la jungle des herbes. Un petit arrêt pour faire le point avec le soleil, un coup d'œil à un ou deux autres repères, et le tour est joué. Ah, le pompil aurait-il eu un éclair de lucidité? Ce n'est pas tout à fait sûr. Après 30 mètres de course effrénée, l'amophile a par contre atteint son but. Encore quelques formalités et l'affaire sera bientôt dans le sac. Et les bimbex dans tout cela? Ils arrivent par la voie des airs, s'il vous plaît, avec d'autres victimes, des mouches en l'occurrence. Mais la destination est la même, le fond du terrier. Mais là, mieux vaut se méfier. L'endroit n'est pas très sûr et un rebouchage total du terrier n'est pas un luxe. À 2 pas de là, les choses ont l'air de s'arranger enfin pour le pompil. Voilà qui est fait. Pendant ce temps-là, l'amophile a eu l'occasion d'une autre capture. Et là encore, on n'est jamais trop prudent. Mieux vaut enfouir complètement le trésor. Mais au fait, pourquoi tant de précautions? Tout simplement parce qu'au fond de leur trou, amophile, bimbex ou pompil ont pondu chacun un œuf sur leur chenille, leur araignée ou leur mouche paralysée. Et de cet œuf naîtra très vite une larve, qui n'aura qu'à dévorer la proie sur laquelle elle est née pour se développer. Parmi les amateurs de lieux secs et chauds, il en est d'autres nettement moins agités. Celui-là est le bousier. Les bousiers ne sont pas des prédateurs, donc pas d'yeux perçants pour repérer les proies, pas de dard pour les endormir sournoisement, ni de mâchoire pour les tuer. Par contre, ils disposent d'un odorat hyper développé auquel rien n'échappe. Et ce matin, il y a visiblement dans l'air comme un délicieux parfum, une senteur absolument irrésistible. Ce qu'a senti le bousier, ce qui le met dans tous ses états, se trouve à plus de 100 mètres de là. Qui peut résister à un tel délice ? Dans quelques instants, un véritable festin va commencer. Et oui, un festin, car à défaut d'être carnivore ou simplement végétarien, comme la première sauterelle venue, les bousiers sont mangeurs, disons, pour rester poli, de matière en décomposition. Drôle de métier. Mais ils ne sont pas les seuls dans la nature à assurer la lourde tâche de recycler des déchets et des cadavres de toutes sortes. Lorsqu'ils ont fini de se remplir l'estomac, la plupart des croqueurs de crottins quittent la table sans demander l'addition.
D'autres, par contre, restent sur place. Ceux-là ont une idée derrière la tête, car il n'est plus question de manger maintenant, mais de se mettre au travail. Et le travail pour un bousier, c'est de fabriquer quelque chose, une sorte de spécialité dont on devine de quoi elle sera faite. Voilà qui est fait. Encore un petit effort pour rendre la boule bien lisse et bien ronde, et le tour est joué. Le voyage peut commencer. Évidemment, la conduite sans visibilité pose quelques problèmes d'orientation. Alors un petit arrêt de temps en temps permet au conducteur de se repérer. Mais pas seulement, car malgré les apparences, le bousier a un but bien précis. Mais jusqu'où ira le bousier? Eh bien, jusque là, par exemple. Là, c'est un endroit qu'il vient de choisir à l'instant. Simplement, il a senti qu'ici, il, ou plutôt elle, serait enfin à l'aise pour accomplir une tâche fondamentale. Car l'animal est une femelle qui doit pondre ses œufs dans sa boule. Mais avant cela, il faut l'enterrer. Encore quelques minutes d'effort et le tour sera joué. Qui devinera que sous quelques centimètres de terre, une femelle de bousier est en train de pondre dans une boulette de crottin? Voilà un autre endroit sec où le bousier aurait sans doute eu un peu de mal à creuser. Par contre, quelques centimètres de sable et de cailloux suffisent largement au bonheur d'autres habitants du lieu. Eux ne sortent jamais de leur trou. En fait, ce sont les larves d'un insecte appelé cicindèle. Elles se contentent de mettre leur tête à la fenêtre. Ou de rentrer lorsque la moindre vibration du sol les avertit d'un danger. Mais toute vibration n'est pas synonyme de panique, surtout quand elle a pour origine les pattes d'un repas éventuel. Pour le prédateur, le jeu consiste à emmener sa proie au fond de son trou avant de la dévorer. Mais cette fois, elle a sans doute vu un peu grand. En plus, la victime est un peu plus rusée qu'il n'y paraît et a d'autres projets pour sa journée. Pas de chance pour cette fois, mais ce n'est que partie remise. La patience et la résistance aux jeunes font partie du métier si l'on veut se transformer un jour en ceci. C'est-à-dire un insecte adulte appelé cicindèle.
1,5 centimètre de long, mais un concentré d'énergie et un tempérament de prédateur hors du commun. Acharnement de fauve, excité par les derniers mouvements de la victime, qui n'en finit pas de remuer. Cela ne durera plus très longtemps. Celle-là n'a encore rien trouvé à égorger, mais cela ne saurait tarder. Très pratique d'avoir 1000 pattes. On peut en perdre une ou deux sans problème. Mais 1000 pattes et pas de cerveau, cela ne sert à rien si c'est pour revenir se jeter tout droit dans la gueule du loup. Voyons. Et s'il y avait mieux ailleurs? Le plus curieux dans cette affaire, c'est que les deux fauves ne cherchent même pas à se battre. Chacun d'eux sait sans doute que le premier à lâcher la proie sera le perdant. Trou de bombe? Cratère de lune? Non. Simplement résidence principale de drôles de bestioles qui détestent par-dessus tout être dérangées, surtout par une caméra. Il faut dire que l'essentiel de leur existence se passe caché, juste sous la surface du sable. Au départ, tout semble assez banal. Une larve d'insecte se cache, pas de quoi étonner une fourmi curieuse. Si ce n'est peut-être sa façon originale d'utiliser sa tête comme d'une pelle pour construire son entonnoir. Ce qui est moins ordinaire, c'est le rôle de cet entonnoir. À l'allure du propriétaire des lieux, on devine qu'il pourrait bien avoir quelque chose d'un rien dangereux. Voilà qui est fait. Reste maintenant à attendre que le hasard, la chance pour l'un, la malchance pour l'autre, fasse son œuvre. Pas de point d'appui pour la victime, fermement tenue par les pinces du prédateur. La lutte est sans espoir.
Le piège entonnoir des larves de fourmilion est extrêmement efficace. Chacun des grains de sable de ses bords est en équilibre instable. Quiconque s'en approche y tombe irrémédiablement. Et si par hasard le prédateur ne saisit pas sa proie du premier coup, il sait parfaitement comment faire pour provoquer une nouvelle chute. Certains, par contre, semblent bien connaître le piège et la façon de s'en sortir. Tout d'abord, ne pas s'affoler. Rester immobile, histoire de ne pas déclencher le bombardement de sable. Et seulement alors, tenter sa chance. Au fait, voilà le fourmilion adulte. Il a l'air plus sympathique que sa larve, mais c'est aussi un prédateur. Criquets, croqueurs. Eux au moins ne font de mal à personne, si ce n'est aux maigres plantes qui daignent pousser au milieu des cailloux. Pauvre nourriture, à dire vrai, qui oblige ce petit monde à se gaver des heures durant. Criquets végétariens, donc plus que d'autres obligés de se défendre contre les prédateurs. Ceux-là ont compris depuis très longtemps que pour vivre tranquille dans la nature, mieux vaut passer inaperçu. À ce petit jeu, ils sont passés maîtres et sont capables de s'adapter assez rapidement à toutes sortes d'environnements très différents. Tout va donc pour le mieux au pays des Eudipodes. À un petit détail près cependant, ils ne sont pas les seuls à avoir choisi de vivre dans cet endroit tranquille et ensoleillé. La couleuvre, elle, n'est évidemment pas végétarienne. C'est un prédateur qui adore par-dessus tout deux choses, les lézards et les criquets. Et pas de chance pour eux, il n'y a pas de lézards dans les parages. Comme toutes ses consoeurs qui ne possèdent pas de système venimeux, la couleuvre avale ses proies vivantes, ce qui ne l'empêchera pas de digérer.
Malgré ce lâche forfait, la vie continue. Et à cet instant, la vie consiste pour les mâles à trouver l'âme sœur. L'affaire n'est pas gagnée d'avance, et les femelles ont une façon originale de dire non. Elles agitent tout simplement leurs pattes arrière. Inutile d'insister plus longtemps. Mieux vaut tenter sa chance un peu plus loin. Pas de jeu de pattes en perspective, tout va bien. Chantier de maçon, ou plutôt de maçonne, de guêpe maçonne très précisément. Celle-là est en train de fabriquer du mortier en mélangeant du sable et des graviers avec sa salive. Le chargement est prêt. Reste à le transporter sur le chantier. Celui-ci se trouve un peu plus loin sur un rocher ou sur un mur. C'est là que les guêpes maçonnes choisissent d'installer leur nid, le plus souvent orienté à l'est ou au sud-est, du côté du soleil levant. Le nid est une sorte de petit pot de terre fabriqué avec le mortier apporté par la guêpe à chacun de ses voyages. Les instruments de travail sont tout simplement les pattes qui soutiennent le matériau, les mâchoires qui le déposent et les antennes qui palpent et mesurent l'épaisseur. Très vite, le matériau durcit à la chaleur et le pot de terre devient prêt à recevoir le trésor auquel il est destiné. Ce trésor est pondu par la guêpe. C'est un œuf, minuscule promesse de vie, délicatement et soigneusement attaché au plafond. Une fois son œuf mis en lieu sûr, la pondeuse a une autre mission à accomplir. Celle-ci se déroule en secret, quelque part au milieu de la végétation qui entoure le nid. Une seule chose est sûre, les chenilles appartenant à cette famille ont intérêt à bien se cacher. Car pour les imprudentes, la promenade peut en effet se terminer ainsi. Une grosse chenille, bien dodue, finit sa courte existence dans un pot de terre, en compagnie d'un œuf. Mais pourquoi faire? Tout simplement pour servir de réserve de nourriture. Non pas à la guêpe elle-même, mais à sa future larve qui dans quelque temps sortira de l'œuf. La larve aura un appétit d'ogre, et une seule chenille ne lui fera que quelques repas. Le garde-manger doit donc être copieusement garni. Petit détail supplémentaire, contrairement aux apparences, les chenilles ne sont pas tuées. Elles sont simplement paralysées par une ou deux piqûres, faites à un endroit très précis de leur système nerveux. De cette façon, les chenilles resteront intactes très longtemps et la larve aura toujours de la viande fraîche à sa disposition. Un dernier chargement de mortier sera nécessaire pour terminer le chantier. Une ou deux grosses boulettes de ciment et l'habileté de la potière suffiront largement à l'affaire.
Les guêpes maçonnes sont des guêpes solitaires. Elles côtoient parfois d'autres congénères, appelées polistes. Elles sont aussi des bâtisseuses, mais dans une autre spécialité. Elles utilisent le bois. Autres matériaux, autre style de construction, mais toujours la même habileté à se servir de ces instruments de travail. La matière, utilisée par l'animal, est un mélange savant de salive et de petites particules de bois mort, arrachées sur une branche ou une plante sèche. Une sorte de papier mâché en quelque sorte. Cette poliste est une femelle fondatrice. Au début du printemps, elle est seule et très occupée. Dès qu'elle a construit quelques alvéoles, son premier réflexe est de pondre un œuf dans chacune d'entre elles. Quelques jours plus tard, les œufs donnent naissance à de petites larves. Celles-ci grandissent et grossissent assez rapidement, grâce aux soins attentifs de leur mère. Celle-ci les nourrit avec des mouches ou des chenilles, transformées en d'appétissants steaks hachés. Sur un autre nid, plusieurs ouvrières sont déjà nées, et ce sont elles qui distribuent la nourriture aux larves. Durant toute sa croissance, chaque larve recevra ainsi l'équivalent de plusieurs insectes avant de se transformer en guêpe adulte. Mais cela est une autre histoire. Autre chose encore, les larves supportent mal la forte chaleur. Les ouvrières doivent donc également réguler la température sur le nid et pour cela, elles ont inventé bien avant nous une climatisation très efficace. Changement de décor et changement de milieu. Ceux qui vivent ici ont dû s'adapter au fil des temps. Dans la famille des patineurs de l'été, voici par exemple les araignées d'eau, qui s'appellent plus précisément les gérisses. Pour eux, la mode est depuis toujours à la taille mannequin. Malgré les apparences, ils possèdent des ailes repliées le long de leur corps, mais ne s'en servent qu'à de rares occasions. D'ailleurs, pourquoi se fatiguer à voler, alors qu'il est si facile de se balader sur l'eau sans aucun effort? Bien sûr, ce genre de performance nécessite un peu d'équipement. 2 longues pattes servant de rames et 4 autres très incurvées pour répartir leur poids-plume sur une grande surface. Un peu plus loin, la maigreur est également de mise, mais pour des raisons sans doute un peu différentes, car là, il est hors de question de flotter. Depuis qu'elle existe, la nature s'est parfois permis de fabriquer d'étonnants modèles d'animaux. Autant de pattes et de corps pour si peu de muscles laisse d'ailleurs certains un peu perplexes. Mademoiselle Ranâtre se fait une beauté. Que voulez-vous, on a beau ne pas avoir un look de top modèle, cela n'empêche pas d'être un peu coquette. Et savez-vous ce que pense la grenouille? Qu'il n'y a décidément rien à manger dans cette pauvre bête. Inutile donc de lui sauter dessus.
Cette attitude des pattes en avant n'est pas celle de la ranâtre prête à plonger. Non, c'est tout simplement le meilleur moyen qu'a trouvé l'animal pour les ranger. Car, si elles sont pratiques pour se gratter derrière les oreilles, elles ne valent pas grand-chose pour la course à pied. C'est déjà assez compliqué comme ça avec les 4 autres pattes. À dire vrai, la ranâtre est beaucoup plus à l'aise dans l'eau qu'à l'air libre. Encore faut-il parvenir à y plonger. Sous l'eau, sa maigreur squelettique n'est toujours pas un avantage pour ce qui est de nager. Mais elle devient très vite utile lorsqu'il s'agit de se cacher. Se cacher, mais surtout se mettre à l'affût. Car, malgré les apparences, la ranâtre est un prédateur. Elle n'est pas la seule carnivore d'ailleurs à hanter ces lieux malfamés. D'autres prédateurs, infiniment plus redoutables, en ont fait leur terrain de chasse. Larve de libellule en chasse ou larve de dithyque affichant clairement ses intentions, le petit monde de la mare a quelques raisons de se mettre en lieu sûr. Seuls quelques inconscients continuent de vaquer à leurs occupations. Au menu des larves de dithyque, les têtards sont très souvent le plat de résistance, remplacés à l'occasion par d'autres babioles un peu plus croquantes. Mais pour l'instant, le problème est de se débarrasser de la garniture de salade verte, sans lâcher le plat de résistance. Les larves de dithyque ne dévorent pas leur proie à proprement parler. Ils n'ont pas de gueule pour cela. Par contre, après un malaxage en règle de la victime, elles aspirent ses tissus par leurs 2 énormes mandibules, creuses à la façon d'une seringue. Vous connaissez la larve, voici maintenant l'insecte adulte. Ils ne se ressemblent pas du tout physiquement, mais pourtant c'est le même animal. Dans la mare, tout le monde est au courant. Tout le monde, sauf lui peut-être. Soit le dithyque n'a pas très faim, ce qui serait plutôt étonnant, soit il est allergique aux poissons et préfère se rabattre sur un plat un peu plus traditionnel. Allez savoir. Oui, c'était bien cela. Contrairement à sa larve, le dithyque se nourrit de façon classique.
Sans couteau ni fourchette évidemment, mais avec des mâchoires et des pattes qui lui permettent de découper et d'avaler des morceaux entiers. Leur appétit est sans limite, et ils sont capables d'enchaîner repas sur repas. À moins qu'un autre pirate, attiré peut-être par l'odeur de la proie, ne vienne tenter un hold-up. Pas de chance pour cette fois. Il a fallu faire moitié-moitié. De son côté, la ranâtre attend son tour. Il est vrai qu'elle est beaucoup moins douée que Lady Tic. Sa technique consiste à attendre que les proies passent directement à portée de ses pattes ravisseuses. Évidemment, ça ne marche pas à tous les coups. Mais ce n'est pas cela qui lui fera aimer la salade. Chez les larves de libellules, on est un peu plus actif et surtout un peu plus rapide. Et une fois encore, ce sont les têtards qui seront au menu. Il faut dire que dans chaque mare et dans chaque étang, ils sont des centaines de milliers à se disperser après la ponte des grenouilles ou des crapauds. Comme beaucoup d'autres larves, cela fait maintenant 3 ans que celles-ci s'ennuient au fond de la mare. 3 printemps à croquer des têtards et à attendre, c'est un peu long. Mais cette fois, c'est le dernier. Le temps est venu de changer définitivement de paysage. Quelques mètres plus loin, l'étrange expédition se transforme en ascension, comme si la larve avait besoin de sortir définitivement de l'ombre et de l'humidité. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Chercher la lumière, chercher la chaleur sans laquelle la magie ne peut opérer. Ainsi naissent les libellules. À l'intérieur de la larve, les tissus se sont mystérieusement transformés, réorganisés, pour donner vie à l'insecte adulte. Mais ce n'est pas fini. L'éclosion est encore loin d'être terminée. Peu à peu, une énergie mystérieuse afflue, se répartit jusque dans les moindres recoins du corps qui se gonflent et s'allongent. Les pattes se déplient, les yeux sont là. Encore un petit effort et la dernière étape de l'éclosion peut commencer.
2 heures après le début de l'éclosion, la libellule est presque prête à partir. Ses ailes ont durci et leur merveilleuse structure est maintenant capable de la soutenir en vol. Au fil des jours et de l'été qui approche, les insectes de lumière envahissent les abords des lacs et des étangs. Toutes ont en commun d'être d'exceptionnels spécialistes du vol et de rivaliser de forme et de couleurs. Quelque temps après leur éclosion, les libellules sont prêtes à se reproduire. À ce propos, elles s'accouplent de façon assez originale. Le mâle, coloré en bleu, tient madame par le cou avec des pinces situées à l'extrémité de son corps. Sa partenaire, de son côté, place elle-même ses organes reproducteurs sur ceux de son partenaire. Les trains durent quelques minutes, puis, en règle générale, les amants se séparent. Les mâles repartent vers de nouvelles conquêtes, tandis que les femelles ont évidemment d'autres responsabilités, celle de pondre par exemple. La plupart des libellules déposent leurs œufs minuscules à l'intérieur des végétaux aquatiques, grâce à une sorte de pointe placée à l'extrémité de leur abdomen. L'opération se répétera ainsi des dizaines de fois. Concentrées à l'extrême sur leur tâche primordiale, les libellules peuvent parfaitement passer sous l'eau. Elles respirent alors grâce à la fine pellicule d'air qui entoure leur corps. D'autres libellules n'ont pas ce problème. Pour elles, la ponte se fait en vol. À chacun de leurs mouvements, au moment où elles touchent l'eau, elles libèrent un œuf microscopique qui coule immédiatement. Visiblement, toute cette agitation semble intéresser au plus haut point quelques habitants des lieux. Les mâles harcèlent en permanence les pondeuses, prêtes à s'accoupler à la première occasion. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Les mâles d'agrillon, par exemple, restent avec leurs compagnes durant toute la ponte. Il ne faut voir là aucune sorte de galanterie de leur part, mais un intérêt bien compris. Ils empêchent tout simplement les autres mâles de venir s'accoupler après eux. Conférence de libellules. De légères et insouciantes demoiselles contre de grosses grenouilles rusées et affamées.
Le bal des demoiselles durera une bonne partie de l'été. Et pendant tout ce temps, les grenouilles vertes n'auront aucun mal à s'offrir de délicieux amuse-gueules.